La traversée du Canada s'imposait à nous pour mieux nous fondre avec toutes les splendeurs d'un pays de 10 millions de kilomètres carrés, grand comme l'Europe, qui nous surprend par la diversité de ses paysages somptueux. Imaginez, 32 000 lacs principaux sont parsemés autour de 347 millions d'hectares de forêt boréale, la plus vaste zone de végétation du Canada. Elle est en grande partie couverte d'arbres abritant une faune variée. Elle joue un rôle crucial pour assurer la biodiversité, capter le carbone, purifier l'air et l'eau et réguler le climat. Elle est une des 3 dernières grandes forêts vierges de la planète. Constituée de pins, bouleaux, peupliers, cèdres en Colombie-Britannique et érables, emblème national du pays. Cette forêt occupe donc plus de la moitié du territoire du Canada. On peut y trouver le castor, le caribou, l'orignal, l'ours noir et le grizzly, le raton laveur, le loup blanc, le bison et bien d'autres espèces d'oiseaux et des chassiers protégés. De Québec à Montréal, il n'y a qu'un pas. Mais au-delà, la traversée de l'immense et somptueux Canada nous attendait pour rejoindre Vancouver, notre destination finale. 4700 kilomètres pour traverser ce pays d'une pureté brutale et d'un esthétisme incomparable. Nous nous trouvons dans une des régions les plus préservées de notre planète, où la nature inchangée nous offre des images majestueuses et spectaculaires. Il n'en fallait pas plus pour nous embarquer dans une aventure qui nous semblait si riche en découvertes et en émotions artistiques. Déjà, le musée Moa des civilisations de Vancouver nous indiquait la voie de notre quête et nous proposait des œuvres étonnantes de totems et de masques qui nous rassuraient sur la qualité des œuvres que nous allions découvrir. 20 000 ans d'histoire humaine sur ce continent nous laissaient présager de découvertes encore plus surprenantes sur ces peuples d'une richesse infinie. Bonjour Karen. Nous sommes au musée d'anthropologie à Vancouver et comme vous le savez, nous essayons de tout comprendre sur la Première Nation Kwakiutl. Mais on leur donne aussi un autre nom. That's right, we say Kwakwaka'wakw. Kwakwaka'wakw. That's close. That means the speakers of the Kwakwala language. Pouvez-vous nous expliquer la signification et l'utilité du masque à transformation qu'on vient de voir? C'est le meilleur exemple pour un masque à transformation. Celui-ci s'appelle Hamatsa, le masque du corbeau. Un oiseau surnaturel qui vient d'un monde mythique. C'est le rituel d'un homme qui mange l'oiseau et c'est un événement capital pour les danses Kwakwaka'wakw. C'est une des danses les plus importantes qui raconte l'histoire d'une personne, jeune homme ou jeune femme initiée, qui quitte la communauté et sera possédée par l'esprit de l'homme qui mange l'oiseau. Et quand cette personne revient dans sa communauté, elle doit redevenir normale, mais elle est encore sauvage, et pour redevenir humaine, elle doit manger de la chair humaine. Cette danse de Hamatsa se décompose en 4 parties. Au début, l'homme est encore sauvage, mais il redevient graduellement humain au fil des 4 cycles. Au 4e cycle, les hommes qui mangent les oiseaux surnaturels Hamatsa ressortent, et ils dansent avec les initiés, dont l'un d'eux est le corbeau. Expliquez-nous ce rituel de la cérémonie du potlatch que l'on retrouve chez certains peuples de l'océan Pacifique.
Tous ces masques sont-ils utilisés dans le potlatch? Oui, c'est exact. Le potlatch, c'est plus qu'une cérémonie. C'est un culte religieux capital pour la communauté. Ce n'est pas seulement une fête, mais aussi une réunion politique et économique de la vie sociale du peuple Kwakwaka'wakw. Pour cette raison, le gouvernement canadien leur a interdit de pratiquer le potlatch entre 1885 et 1951. Mais la nation Kwakwaka'wakw continuait malgré tout de pratiquer le potlatch en secret. Et quand on voit le grand masque du corbeau au bec allongé, c'est celui qui était le plus souvent utilisé pendant la cérémonie. Les Kwakiutl se retrouvaient par centaines pour célébrer un mariage, une naissance ou l'élection d'un nouveau chef de village. Les Kwakwaka'wakw n'ont pas de langage écrit, c'était une société orale et chacun d'entre eux a pu mémoriser son histoire en témoignant de chaque événement. Quand on voit leur totem, on remarque très bien les symboles qui expliquent l'histoire d'une famille. C'était une société orale qui se souvenait et témoignait de tout ce qui leur arrivait. Y a-t-il un symbole commun entre tous ces masques? Absolument. Les masques sont utilisés aujourd'hui pour raconter l'histoire de la famille et la relation de l'être humain avec le monde surnaturel. Certains de ces masques représentent les ancêtres de la famille. Et cela devient vraiment dramatique quand apparaît un masque à transformation, lorsque le danseur ressort avec un masque d'aigle ou un masque de l'oiseau tonnerre. Et tout d'un coup, le masque s'ouvre, et l'on peut voir à l'intérieur un autre masque qui représente l'ancêtre de la famille. Ce masque nous dit alors qu'il y a bien longtemps, pour cette famille, un oiseau du paradis est venu sur Terre pour se transformer en être humain. D'autres masques représentent des oiseaux surnaturels et même des personnages comiques pour distraire la communauté. Mais les Kwakwaka'wakw étaient surtout réputés pour leurs masques dramatiques et leurs effets fantastiques durant leur cérémonie. Est-ce qu'on peut retrouver ces mêmes symboles sur leur totem? Oui, tout à fait. Les totems racontent l'histoire des familles. En fait, le totem ne représente que l'histoire d'un ancêtre, et la famille devrait reconnaître l'importance de cet homme qui pourrait avoir été un grand chef. On pourrait y voir aussi un ours surnaturel qui rencontrera l'ancêtre sur Terre, ou bien même un corbeau. Il y a donc différentes histoires qui appartiennent aux familles, comme leur implication sur des événements spécifiques. Ainsi, quand on observe les totems aujourd'hui, par exemple dans les musées, on ne connaît pas nécessairement leur histoire, mais nous pouvons les identifier par leur famille. Quelle est l'origine de ces Premières Nations? J'ai cru comprendre qu'elles seraient arrivées par le détroit de Bering, il y a plus de 10 000 ans. En effet, il y a eu beaucoup de recherches sur ce sujet, mais personne encore ne peut certifier cette origine. Je pense qu'il faut dès lors continuer cette recherche en interrogeant les Kwakwaka'wakw eux-mêmes. Pour parvenir au cœur de ces civilisations du passé, nous devons emprunter depuis Vancouver le ferry de Nanaimo qui, en moins d'1 heure, nous dépose sur l'île de Vancouver. Et c'est là que se concentrent tous les vestiges de ces communautés si mystérieuses, les Kwakiutl, les Haida, les Bella Bella et beaucoup d'autres encore. Mais que savons-nous au juste des Premières Nations qui peuplaient ces terres du bout du monde? Vous êtes John Henderson. Quelles sont vos activités, John?
Oh, je fais un peu de tout, de la politique, la défense des droits de notre Première Nation, de la sculpture et des masques. Depuis 1976, je me suis engagé politiquement pour défendre notre société. Mon nom de famille est Henderson, mais mon nom d'Indien, le chef, est Itumas, qui signifie « l'homme qui fait bouger les montagnes et provoque les changements ». Mon nom original est Kwagukila, qui signifie « porteur de cuivre », et que j'ai transmis à mon fils qui deviendra le futur chef de notre clan. Nous suivons tous les traces de nos pères, et c'est à travers le potlatch que toutes nos traditions et cultures se transmettent à nos enfants. Vous êtes aussi un grand artiste reconnu. Vous êtes sculpteur de totems et vous avez réalisé plusieurs masques. Voulez-vous nous en parler? Oui, j'ai grandi avec mon art. Grâce à mes parents et toute ma vie, j'ai été éduqué avec cet héritage. Avec tout le respect que je dois à mes ancêtres qui ont tout appris, eux aussi, de leurs parents. J'ai le privilège de perpétuer cet art que vous pouvez voir ici, un design qui fait partie de notre nature profonde. Tout ce que nous faisons exprime l'amour de la vie, par le truchement des ours ou des aigles. Parce que nous croyons que nous étions comme eux, quand nos droits sont sculptés dans les totems par nos oncles et nos ancêtres. Tout ce que l'on trouve sur les masques et les totems est réel, et ce ne sont pas des utopies. Mon père avait 9 garçons, et j'étais le cadet. J'ai grandi avec mon art à travers les potlatchs, et j'ai reçu, depuis que j'étais petit garçon, l'éducation de notre culture et de notre art. J'ai ainsi compris la direction que je devais prendre dans l'avenir. Je dois continuer à partager avec le reste du monde et avec notre peuple tout ce que j'ai appris. Ces principes de la vie qui sont réels et magnifiques. Comme vous l'avez constaté hier, quand nous chantions, presque tous les jours, à la fin de la journée, nous chantons. Et nous nous rappelons qui nous sommes. Nous nous souvenons de notre histoire et de nos pères. C'est une grande fierté pour nous, comme le cèdre que nous sculptons. Cet arbre a pour notre peuple une valeur astronomique. Le cèdre représente plus que de l'argent. C'est comme évoquer nos totems qui symbolisent la vie de nos ancêtres, mais personne, en dehors de nous, aujourd'hui, n'y croit vraiment. Comprendre d'où nous venons et quelle est notre éducation. Avoir le privilège de posséder sa terre. Nous devons absolument chérir toutes les institutions que nos ancêtres nous ont enseignées. Notre famille Henderson est un parfait exemple pour la connaissance de l'art et de notre culture. Sans nous, cette culture n'aurait pas perduré. Comme vous le savez, le potlatch a été banni pendant un demi-siècle. Et j'étais moi le premier à repratiquer la danse Hamatsa, qui signifie le masque du corbeau, dans un potlatch comme mon grand-père le dansait il y a 125 ans. Le totem parlant. Les pôles totems, tout cela n'est pas une légende. Les mariages avec des filles de chefs nous donnaient plus d'autorité et de pouvoir. Mon épouse Caroline est une princesse, et j'ai acquis plus de notoriété pour communiquer avec notre culture à la communauté. Vous devez donc avoir du respect pour ceux qui vous enseignent et partager le savoir avec tout le monde, comme ce que nous faisons en ce moment. Il faut le vivre pour y croire. Et moi, j'y crois grâce à la mémoire de ma mère et de mon père. Pouvez-vous nous montrer quelques œuvres d'art que vous avez réalisées? Oui, ce masque à transformation est utilisé pour la danse Hamatsa, qui, je le rappelle, signifie la danse du corbeau et qui désignera le futur chef. C'est la mutation de l'homme sauvage en oiseau qui le fait redevenir humain. C'est exactement ce que nous sommes. Nous venons tous d'un monde spirituel. Il est utilisé dans un cycle de 4 masques, et celui-ci vous montre bien la puissance de la personne qui deviendra le chef. Là, c'est le Kukube, et il fonctionne avec le masque du corbeau. Vous voyez aussi l'emblème de l'ours, ici plus bas.
C'est aussi un masque à transformation qui fait partie de la cérémonie. Vous le portez sur la tête. Oui, c'est ça. Et vous voyez ici l'aigle sur le masque que le danseur dévoile. Et c'est son esprit qui dévoile qui nous sommes. Quelle est la signification du masque en général? Un masque est le symbole des cadeaux. Tous ceux qui dansent le Hamatsa sont des professionnels. On les appelle comme cela. Il faut faire partie de la société Hamatsa pour être autorisé à danser. Ce sont uniquement les futurs chefs qui peuvent danser le Hamatsa. C'est une danse qui montre bien qui nous sommes, que nous venons d'un monde spirituel, et nos futurs chefs doivent adhérer à ce que nous sommes. Et j'aimerais vous dire que le gouvernement canadien nous a fait vivre une vraie tragédie en supprimant toutes nos traditions dans les années 50. Et quand vous mettez notre peuple en prison, simplement parce qu'il veut s'exprimer dans sa langue et pratiquer sa culture, c'est absolument révoltant. Je suis heureux tout de même de voir que nos jeunes se rendent compte à présent de l'histoire de leur patrimoine ramené à la surface au lieu d'être enfermés dans des boîtes pendant des années. Nous avons au Canada le seul gouvernement au monde qui aura enfin accepté notre législation, notre mode de vie et nos intérêts. Il était temps. Avec la lettre d'excuse du gouvernement canadien? Oui, tout cela a été réglé dans une grande partie de l'Amérique du Nord, mais pas encore ici en Colombie-Britannique. Nous, comme première nation qui respectons toujours la couronne, nous avons besoin d'une ratification. Le respect pour l'honneur de notre culture. Nos ancêtres se sont sacrifiés pour nous, et nous devons réapprendre les chansons et le langage qu'on a essayé de nous confisquer pendant des années. Je me bats toujours pour instaurer des nouvelles lois qui pourront aider notre peuple à améliorer notre mode de vie. Il y a beaucoup d'endroits où c'est déjà trop tard, car les dégâts sont allés trop loin, et nous ne pourrons jamais retrouver tous nos acquis d'autrefois. C'est frustrant pour moi, et je m'implique beaucoup pour mon peuple, que ce soit dans le domaine de la pêche, ou de la danse, ou dans la façon dont nous vivons notre époque. Il faudra instaurer de nouvelles lois qui répondront à toutes les demandes de notre Première Nation. Et nous y arriverons petit à petit, car jusqu'ici, ce gouvernement ne nous a donné que des peanuts. Depuis la nuit des temps, ces nations du nord-ouest canadien pêchent le saumon rouge soquet, le meilleur au monde, qui fait partie de leur fierté pour leur fumage traditionnel. Vous êtes Janice et vous, Rachel. Cette cuisine traditionnelle vous vient de vos parents. Vos pop-corn shrimps sont vraiment délicieux. Oui, je suis la mère de Rachel et cette recette me vient de ma mère et de ma grand-mère. Elle avait élevé ses 17 enfants et elle nous transmettait toutes ces recettes qu'elle avait apprises aussi de ses parents. J'adore cuisiner les produits de la mer et je perpétue cette tradition de préparer le saumon, les crevettes et la morue à notre façon. Et bien sûr, votre poisson est toujours fraîchement pêché. Rachel, comment découpez-vous le saumon? On fixe le saumon sur un grand bâton et des baguettes et il prend la forme d'un papillon. Ensuite, on le met à fumer au barbecue sur un feu de bois de cèdre qui lui donne ce goût incomparable. Vous le mettez dans le feu? Oh non, non, non! On plante le bâton dans la terre face au feu. C'est une tradition qui date de plusieurs milliers d'années. Tout le monde ne sait pas toujours comment découper et placer le saumon de la bonne manière, mais nous poursuivons très bien cette tradition, je pense. Et comment appelez-vous cette technique? C'est le glouba. Votre nom, c'est Pat Hunt. Et que faites-vous, Pat? Je suis un artiste traditionnel. Je sculpte des totems, des masques pour les cérémonies et je les vends aussi. Alors, je me consacre entièrement à notre culture, j'aime ça et c'est pour moi la plus belle récompense. Pat, qu'allez-vous faire maintenant? C'est un saumon magnifique.
Je vais le découper. Et je dois vous dire que ce saumon rouge est le meilleur qui soit. C'est l'équivalent d'un T-bone steak. Alors on a essayé d'élever ce saumon dans des fermes marines, mais c'est un échec. Il est bien trop sauvage pour y être exploité. Montrez-nous comment vous allez découper ce saumon. Dans notre langue, on appelle ça kwassa. Je vais l'enfiler sur un bâton pour le mettre au barbecue. J'admire votre technique, c'est comme une cérémonie. Oui, cette technique existe déjà depuis des milliers d'années. Je vais prendre une ficelle pour attacher le poisson. Le résultat de votre travail est incroyable. Le bois que vous utilisez, c'est encore du sel. Ça sent si bon. Et ce bois ne va pas brûler dans le barbecue. Il devient tout simplement noir, mais il ne brûlera pas comme du bois ordinaire. On utilise le cèdre rouge pour tout. Les totems aussi. C'est vraiment un cadeau qui nous a été donné par notre mère Terre. Je vais maintenant vous chanter un chant. Hamatsa, de Johnny, qui lui l'a appris de ses parents. Vous n'écrivez pas de chansons? Non, celle-ci, c'est un chant traditionnel qui nous a été transmis par notre aïeul, Sam Anderson, et puis par la mère de mon grand-père. Mais Pat, je ne me trompe pas, ce tambour représente Zonokva. Ouais, elle a enlevé les enfants du village pour les manger. Bien sûr, uniquement les enfants qui n'étaient pas sages. Ce tambour est fait avec de la peau d'ours, ce qui lui donne une meilleure sonorité. Le long du Pacifique Nord, les premiers habitants de ces territoires parlaient plus de 30 langues différentes. Leurs descendants, les Salish, les Kwakiutl et les Haida, pratiquent toujours le potlatch, une des plus étranges cérémonies à laquelle nous aimerions assister.
Quel est le bois sur lequel vous travaillez? C'est notre cèdre rouge qu'on utilise pour le fumage du saumon, pour les totems, mais aussi pour construire les big houses, les grandes maisons et les canoës. Votre nom est Bill Henderson et vous êtes sculpteur. Depuis combien d'années? Oh, depuis 60 ans. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et vous avez tout appris par votre famille? J'en ai sculpté beaucoup, qui ont été vendus un peu partout dans le monde. Au Japon, aux États-Unis, et même à Paris. Alors vous, votre prénom c'est Carver, et vous êtes aussi sculpteur. Carver, comme on dit en anglais. Ouais, je m'appelle Carver Everson, et je fais partie de la Première Nation Kwakwaka'wakw, ici à Comox, en Colombie-Britannique. Quelle est la signification du totem sur lequel vous travaillez? En haut du totem, vous pouvez voir un oiseau de tonnerre, et plus bas un gardien qui porte une boîte dans laquelle se trouvent les restes humains de nos ancêtres. C'est un totem, et il sera planté dans un cimetière. On trouve toujours les restes de nos ancêtres, et nous avons le devoir de trouver un endroit où ils peuvent reposer en paix. Comment se fait-il qu'on retrouve sur les totems des effigies anthropomorphes et parfois zoomorphes? Cela reflète bien l'idée que pour nous, les animaux et les humains sont semblables. Nous voyons les animaux comme des êtres humains, comme des frères, tout comme nous croyons que l'oiseau du tonnerre, à l'époque de nos ancêtres, est descendu sur Terre pour se transformer en être humain. On va chercher un bon bloc de bois. On le ramène à la vie. C'est ce que j'appelle faire parler le bois. Après avoir sculpté ce bois, on va l'utiliser pour les danses, dans les cérémonies. Nous étions tous à la pêche au saumon pendant plusieurs semaines et maintenant, il nous faut terminer ce totem qui doit être achevé dans un mois. Et celui-ci vous a pris combien de temps? Oh, déjà depuis 3 mois. Allez-vous pêcher avec ce superbe canoë décoré qu'on vient de voir derrière votre maison? Oh non, ça c'est un canoë traditionnel. Mon bateau de pêche est ailleurs, sur le port. Vous pêchez aussi avec votre canoë? Non, jamais. Mon canoë, c'est uniquement pour les cérémonies.
À quelques miles de Campbell River et de Comox, le musée de l'île Quadra devenait incontournable. Et c'est là que nous rencontrons Lisa Anwar, experte sur les arts et les traditions des nations de l'île de Vancouver. Bonjour Lisa, pouvez-vous nous dire où nous sommes? Nous sommes dans le village de Cape Mudge, sur l'île de Quadra, où réside la nation Kwakwakuyak, entre Comox et le village de Cape Mudge, en Colombie-Britannique. J'ai entendu dire qu'on ne peut pas photographier certains de ces masques magnifiques, exposés ici au Nuyumbale Cultural Center, car il semble qu'après, ces masques ne peuvent plus être utilisés dans les potlatches. Ça dépend à quelle famille ils appartiennent, mais elle pense que prendre des photos fait disparaître l'esprit du masque ou du totem. C'est comme le masque du corbeau, où le bec est fermé par une ficelle pour qu'il ne perde pas son esprit. Il y a beaucoup d'histoires sur le masque du corbeau. Tout dépend de la région et de la famille qui le possède. Lisa, combien y a-t-il de Premières Nations en Colombie-Britannique? Et leurs traditions sont-elles identiques entre elles? Je crois qu'il y a 198 Premières Nations en Colombie-Britannique. Les Kwakutl sont des pêcheurs, des gens de canoë. Les traditions entre nos différentes nations sont assez similaires et dépendent de la région où elles se situent. Sur la côte Est, les rituels sont un peu plus variés. Les chansons sont différentes et les histoires plus mythiques. Elles sont chaque fois différentes mais uniques. Nous sommes tous uniques à notre façon. Nous avons vu un masque assez effrayant que vous appelez Dzonokva. Pouvez-vous nous en parler? Dzonokva est une déesse mythique qui faisait très peur aux enfants. À la tombée de la nuit, elle marchait hors de la forêt et enlevait des petits-enfants qu'elle plaçait dans une hotte sur son dos. Ensuite, elle retournait dans la forêt et on ne revoyait plus jamais ces enfants. C'était comme un couvre-feu pour les enfants, afin de les faire rentrer vite à la maison avant que Dzonokva apparaisse. Un peu comme les ogres dans vos traditions. Elle faisait très peur. Oui, très peur. Y avait-il des guerres entre toutes ces nations? Pas vraiment des guerres. Les clans restaient sur leur propre territoire et les seuls qui contrôlaient parfois ou arrêtaient certaines communautés étaient les Sakulutes. Mais finalement, la plupart continuèrent leur chemin vers le nord. Et dans cette région, il y a une plage où le capitaine James Cook a débarqué en 1778. C'est bien lui qui découvrit votre peuple. Tout le monde a entendu parler du légendaire capitaine Cook. Oui, c'est bien lui. Votre Dieu, vous l'appelez le Créateur. Oui, mais avant l'arrivée des missionnaires, nous avions nos légendes, comme l'oiseau de tonnerre, qui était un vrai Dieu pour nous. C'est beaucoup plus tard que les missionnaires nous ont convertis et nous avons commencé à croire en Dieu. À l'époque, nos Premières Nations n'étaient pas assez responsables pour refuser leurs enseignements. Toutes vos traditions ont été transmises par voie orale et jamais par écrit. Oui, nous étions une société orale. Nous avons appris nos danses et nos traditions par nos grands-parents ou nos parents et par les différentes cérémonies du potlatch. Ce n'est qu'à l'arrivée de Franz Boas, qui enregistrait notre langue, que notre peuple a commencé à apprendre l'alphabet phonétique international. Et de ce fait, réintroduire notre langage pour nos enfants. Et cette méthode est maintenant pratiquée dans nos écoles locales. Pouvez-vous nous parler de ces residential schools, écoles résidentielles, où les enfants ne pouvaient pas parler le langage Kwakutl et où les cérémonies du potlatch furent interdites pendant plus d'un demi-siècle? C'est une bien longue et triste histoire. Entre 1885 et 1951, tous nos biens, les masques, les totems et les régilias nous furent confisqués. Et nous avons dû tout reconstruire. Et l'on voulait aussi essayer de nous empêcher de parler notre dialecte et de ce fait, nous enlever notre identité. Les enfants étaient enlevés à leurs parents et placés dans ces écoles résidentielles. Ce fut une très dure épreuve pour nos parents, qui parfois ne revoyaient plus jamais leurs propres enfants. Personne n'arrivait à comprendre cette situation. La dernière école a été détruite en 2014. Il y a eu beaucoup de controverses parmi la population.
Certains voulaient détruire définitivement ces vestiges et d'autres les préserver. Cette période a été très douloureuse, malgré les efforts de réconciliation du gouvernement canadien qui espérait toujours pouvoir panser les plaies de notre peuple. C'est une chance à présent que les survivants de cette terrible époque apprennent à leurs enfants leurs traditions et leurs arts pour qu'ils l'enseignent à leur tour aux nouvelles générations. J'ai aussi entendu dire que vos enfants, durant cette période, étaient sévèrement punis lorsqu'ils parlaient leur langue. Il y a 30 ans, le Premier ministre canadien vous a permis de pratiquer à nouveau le potlatch. Oui, aujourd'hui notre communauté veut absolument réintroduire le potlatch, non pas pour le show touristique, mais pour retrouver notre propre fierté, notre propre travail et surtout l'identité de notre peuple. Nous reprenons le ferry en sens inverse au nord-est de l'île de Vancouver. Il nous restait une dernière piste à explorer, celle du célèbre Umista Centre culturel à Alert Bay, cœur spirituel de la nation Kwakiutl. Juanita, où sommes-nous? Nous avons trouvé un peu partout dans l'île de Vancouver des œuvres magnifiques sur la nation Kwakiutl. Nous sommes au Umista Centre culturel de Alert Bay, au nord-est de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Nous représentons la première nation Kwak-Kwak-Wiyak, où nous avons rassemblé ici, je pense, la plus belle collection au monde des masques utilisés dans les cérémonies du potlatch. Aucune société tribale dans le monde n'a atteint un tel degré d'évocation mystique, provoquant chez le visiteur émotion et admiration. Mais ces formes, ces graphismes, cette qualité esthétique ne sont pas innocents. Ils répondent à chaque création à des mythologies bien spécifiques. Nous l'apprendrons plus tard. Les représentations anthropomorphiques et zoomorphiques, sculptées dans le bois de cèdre, restent cependant incompréhensibles pour les non-initiés. Seuls les chamans ou les chefs de clan peuvent nous éclairer sur ces formidables expressions graphiques qui nous émeuvent au-delà d'une première découverte.
cette osmose entre la nature et l'homme se concrétise lors des cérémonies par l'attribution d'une cape rouge ornée de milliers de boutons. La Regilia, symbole du chef du clan qui ne fait qu'un avec la nature et les hommes. Émilie, voulez-vous nous parler de cette superbe pièce d'étoffe que vous nous avez montrée? Quel est son usage? C'est une couverture à boutons qu'on appelle Regilia et qu'on utilise dans nos cérémonies rituelles portées par notre chef. Combien de temps vous a-t-il fallu pour la fabriquer? Un peu plus que 2 mois. Et il y a là énormément de boutons. J'ai cousu là 3000 boutons. Claude Lévi-Strauss, dans son ouvrage « La voix des masques », précisait que ces Premières Nations se glorifient de posséder l'une des traditions artistiques les plus riches au monde. L'art de ces Indiens est un des plus beaux qu'ait produit l'humanité. Il conviendrait d'assurer leur protection au même titre que Venise ou Abou Simbel. Dans chaque ville, chaque bourgade visitée, masques, totems, graphismes, publicités affichent partout l'identité de ces arts hors du commun et dans chaque étape de leur vie. Aucune société tribale dans le monde n'a atteint un tel degré d'évocation mystique, provoquant chez le visiteur émotion et admiration. Une symphonie de symboles où la nature est omniprésente. Ainsi, peu à peu, nous sentions la puissance d'évocation spirituelle de ces nations. En regardant de plus près la nature, les insectes, nos frères loups, cerfs, ours, comme tout ce qui vit sur notre planète. Leurs dessins, leurs graphismes, leurs masques et totems nous le rappellent à chaque instant pour transformer nos désirs de puissance en une réelle humilité. Concept impensable dans nos civilisations modernes, mais qui nous rappelle quelques similitudes avec les préceptes bouddhistes ou hindouistes. Dans notre langue Kwakwakwa, l'homme ne fait qu'un avec la terre, la mer, l'air et les êtres surnaturels. Nous sommes tous des frères. Ainsi, quand nous peignons les animaux, nous rajoutons, comme ici par exemple sur cet aigle, des sourcils humains, pour prouver que nous sommes tous de la même essence. C'est pareil pour les loups qu'on va également peindre avec des sourcils humains. Pour les baleines, nous rajouterons dans la peinture des lèvres humaines. Nous formons un seul être avec la mer, le ciel et le surnaturel. Nous ne valons pas mieux que les animaux. Nous sommes identiques dans cette fraternité. Voilà tout ce que représente un masque à transformation. Selon notre légende, il y a très longtemps, sur cette terre, à l'époque où les animaux pouvaient parler avec l'homme, lorsqu'ils dansaient en secret, ils retiraient leurs plumes ou leur fourrure et devenaient humains. Ainsi, quand vous voyez les masques à transformation, à l'extérieur, vous voyez l'être surnaturel, mais à l'intérieur se trouve le véritable humain. Vous pouvez comparer tout cela comme chez vous avec les animaux domestiques, chiens, chats, poules, animaux sauvages, ours, loups, aigles et animaux surnaturels. L'homme est un animal aussi. Nous sommes tous les frères des animaux. Expliquez-nous à présent le mythe de la déesse Zonokva. C'est une géante, une femme noire et barbue. Elle mange les enfants.
Quand j'étais petit, on me prévenait souvent de ne pas s'approcher de la forêt, car Zonokfa vous enlèvera et vous jettera dans sa hotte sur son dos pour vous ramener chez elle et vous manger. On nous conseillait aussi de chanter quand elle apparaissait, car à ce moment-là, elle se terrait dans un trou pour s'endormir, complètement immobilisée. Et on en profitait pour s'enfuir. Vous possédez un rituel étrange, celui du copper maker, le faiseur de cuivre. Le cuivre était un synonyme d'opulence dans le passé. Pour exemple, la femme qui possédait le cuivre pouvait aisément trouver son futur mari en lui offrant cette richesse. Le cuivre est un symbole de pouvoir et de noblesse. Dans ma famille, nous avions 7 faiseurs de cuivre transmis par mes grands-parents. Qu'est-ce que vous tenez là, John? C'est un totem parlant qui a été sculpté par John Henderson. Il n'y a que celui qui tient ce totem qui pourra prendre la parole. L'homme qui tient ce totem dans la Big House, la grande maison, sera par tradition dans le potlatch la seule personne à prendre la parole. Et tout le monde devra l'écouter. Ici, la sculpture au sommet est un aigle, ce qui signifie que l'ancêtre de Henderson était un aigle. Et ce qui est gravé plus bas représente toujours la famille de celui qui possède ce totem. Le cri du masque, c'est le cri silencieux de toute une communauté du bout du monde. Cette nation du nord-ouest canadien qui nous a vraiment surpris par sa volonté farouche de retrouver toute son ancestralité, ses rites et ses traditions. Les Kwakiutl, comme les Haïda, les Salish, les Tlingits, nous ont reçus les bras ouverts, avec une générosité rarement rencontrée dans le monde occidental. Et comme le loup, le corbeau, l'ours et l'aigle, nous commencions aussi à nous sentir les frères de tout ce qui vit sur la terre, en osmose avec Mère Nature. Loin des clivages de nos sociétés modernes qui prônent le pouvoir, la supériorité sur l'autre et les conflits sociaux qui en découlent. Ces peuples d'ailleurs semblent avoir créé un monde idéal dans lequel les chefs de clan ne sont pas élus pour le pouvoir, mais bien hiérarchisés pour l'harmonie de leur vie quotidienne. Une réflexion de Pat Hunt nous revenait à l'esprit. Le mot propriétaire ne nous convient pas. Nous sommes tous propriétaires de ce que nous consommons, fabriquons et partageons. Aucune haine ni jalousie ne nous sépare. Nous sommes en unité avec nos frères hommes, animaux, insectes et nos totems, nos masques, nos arts graphiques nous le rappellent à chaque instant. Le meilleur des mondes, dirait un certain Aldous Huxley.